Bonjour et bienvenue à ce cours de gestion de projet à destination des élèves de BTS Support à l'action managériale. Ce cours se positionne au sein du thème 2 du programme, à savoir le thème portant sur la veille informationnelle. Ce thème se développe en 2 chapitres. Le premier de ces chapitres, c'est celui-ci, à savoir identifier les besoins d'information pour une entreprise dans le cadre d'une veille informationnelle, le second étant l'automatisation du recueil d'informations. Premier chapitre, donc chapitre 7 ici dénommé le sommaire. Ce chapitre se décompose en 6 parties. Première partie donc sur les besoins d'information dans le cadre du projet, c'est ce que l'on va voir juste après. Une seconde partie, la collecte d'informations en interne. On va voir notamment toutes les sources d'informations internes dans l'entreprise. Le troisième point portera sur la collecte d'informations sur Internet, avec en sous-lien, on va dire, les moteurs de recherche, notamment Google. Le quatrième point sur le contrôle de l'information. Là encore une fois, on évoquera précédemment la fiabilité de cette information. Sur un point 5, on verra quels sont les besoins de veille informationnelle des entreprises avant finalement d'organiser la veille, et ça sur le point 6. On débute tout de suite avec le besoin d'information dans le cadre d'un projet. Ce point va se développer en 5 sous-parties. Une première sous-partie donc sur la notion d'information, quelques informations de base, quelques termes techniques. Une seconde partie sur la qualité de l'information, comment pouvoir dire que oui ou non cette information est de qualité. Les informations utiles, ce sera le grand C. Ça suppose bien entendu que les informations aient un sens, qu'elles ne soient pas inutiles. Bon, ça, on espère quand même tirer des informations utiles à chaque fois que l'on souhaite ressortir une information. Ça me paraît un petit peu normal. Le quatrième point, le grand D, donc les sources de l'information. On détaillera un petit peu plus les sources, mais bon, grosso modo, ça va être quelque chose d'assez généralisé aussi. Et enfin, donc la fréquence du besoin d'information, qui est le point qui mettra en avant le besoin ou non de cette veille informationnelle. On débute tout de suite avec la notion d'information. Alors, la notion d'information. On vous dit, je vais lire le texte et j'explique en même temps. Donc, à l'origine d'une information, on dit, se trouve une donnée, c'est-à-dire un élément objectif provenant d'une observation ou d'une mesure. Alors, cette notion d'information, c'est une chose, cette notion de donnée, c'est autre chose. Distinction entre les deux, c'est assez simple. Je vous donne un cas, ici un cas d'espèce, le nombre de visiteurs à un salon commercial, vous allez obtenir un chiffre. Ça, c'est une donnée. Maintenant, et je reprends la suite, lorsqu'un individu, on vous dit, peut donner une signification à cette donnée et l'interpréter, dans ce cas, ça devient une information. Et dans ce cas, encore une fois, l'information va permettre la prise de décision et par voie de conséquence engendrer des actions. Exemple, je reprends le cas du nombre de visiteurs à mon salon. Donc j'ai un nombre de visiteurs, je vous donne un chiffre au hasard, je sais pas moi, 137. 137, c'est un chiffre, on a 137 visiteurs. À partir de là, on a une donnée. Qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée? Pour l'instant, rien. Par contre, si j'ai une autre information, une autre donnée, si j'ai un cadre particulier qui me dit que voilà, on a une très faible fréquentation de ce salon par rapport à d'habitude, j'ai par exemple je sais pas, 800 personnes qui sont passées ce jour, donc c'est quelque chose d'extrêmement faible. Le fait d'avoir eu 137 visiteurs, je reprends mon chiffre précédent, 137 sur un total de 800 visiteurs, c'est une donnée qui est transformée cette fois en information et qui me permet de dire, bah voilà, finalement 137 personnes sur 800, c'est pas si mal. Ici, là, l'exemple est totalement contraire. On dit le nombre de visiteurs est très faible. Voilà, 137 personnes. En effet, 137 personnes sur un salon, c'est généralement pas 800 personnes, mais il faut plutôt compter un millier, voire une dizaine de milliers de personnes par jour. Tout dépend, encore une fois, des salons. Un autre exemple, vu que l'on est sur la crise du coronavirus, je vais prendre un chiffre, il y avait au 16 mars, je reprends quand même des données fiables, au 16 mars, voilà, on avait 148 décès en France dus au coronavirus. Ça, c'est une donnée, on a 148 décès.
Maintenant, est-ce que c'est important ou pas? Il y a une méthode pour s'en apercevoir, c'est de comparer par rapport au nombre de décès mondiaux. Nombre de décès dans le monde, 6507 décès. On en a 148 en France. Si on fait le calcul, le ratio, ça fait un peu plus de 2%. 148 décès en France, c'est une donnée. 148 décès par rapport à 6507, là on a un phénomène d'appréciation, ça devient une information. Voilà donc la distinction entre la donnée et l'information. Donc là, on est vraiment sur des termes techniques. Deuxième point, donc ensuite, la qualité de l'information. Alors, la qualité de l'information, on dit qu'une information va avoir de la valeur si elle permet de réduire l'incertitude, d'améliorer la prise de décision et d'éviter des erreurs. Là encore une fois, on reviendra un peu plus tard sur l'utilité de l'information. Ce sera le point juste après. Cette valeur, on vous dit, elle va être comparée au coût de l'information qui correspond à l'ensemble des sommes engagées par l'organisation pour sa recherche, son stockage, sa destruction. Alors, là encore une fois, est-ce qu'une information a de la valeur? Ça, c'est quelque chose qui, a priori, est assez subjectif. La valeur, ici, on vous dit qu'elle est comparée au coût de l'information. Alors, coût généré par la recherche de l'information. Comment est-ce que l'on fait pour rechercher une information? En fait, la méthode de recherche va engendrer des coûts qui vont être différents d'une entreprise à l'autre. On peut très bien faire une recherche à travers une bibliothèque, à travers un centre documentaire, faire une recherche via Internet, auquel cas ça va être beaucoup plus rapide. L'information, elle, va être aussi évaluée par rapport à son traitement. À savoir, est-ce que l'on va obtenir une information, est-ce qu'elle va être utilisable immédiatement ou est-ce qu'il va falloir retraiter cette information parce qu'on va avoir besoin d'autres critères, par exemple, pour pouvoir l'apprécier. L'information est liée aussi au stockage, le coût en tout cas de l'information est lié à son stockage. Alors dorénavant, le stockage de l'information se fait essentiellement sur du matériel informatique, donc disque dur, serveur. Donc le coût de stockage est essentiellement lié aux appareils. Après voilà, il y a d'autres méthodes pour stocker une information, je pense notamment aux méthodes papier. On voit aussi le dernier point, le coût lié à la destruction de l'information. Donc on a actuellement le RGPD, le règlement général sur les protections des données, qui implique justement de respecter certaines règles pour détruire une information. On ne peut pas détruire n'importe quel document, n'importe quel papier. Maintenant, si ce papier surtout est nominatif, s'il comporte des informations nominatives. Donc là encore une fois, la destruction va avoir un coût. En l'occurrence, le coût de la destruction peut être généré par l'acquisition d'une machine qui va détruire les documents. Les documents ensuite, c'est pareil, sont de divers supports. Donc là encore une fois, ça nécessitera des machines différentes. Donc il y a du recyclage aussi. Voilà, énormément de choses. Donc le coût de l'information va être aussi un coût financier. Donc lié à sa recherche, lié à son traitement, essentiellement par le temps passé pour rendre cette information utile, lié à son stockage, les ordinateurs, la paperasserie, et donc tout ce qui est armoire et autres, et la destruction avec tout ce qui est notamment recyclage. Enfin, on vous dit qu'il faut donc s'assurer de la qualité de cette information. Différents critères vont permettre de vous aider à dire si oui ou non cette information est une information de qualité. Premier critère, ce que l'on appelle donc la fiabilité. Fiabilité de l'information, donc quelle est sa source? Qui est l'auteur? Et cette information est-elle exacte? Alors là encore une fois, les contre-exemples ne manquent pas. Quelle est la source de l'information? Il y a quelques années, donc Wikipédia notamment était la bible de l'information. On ne jurait que par Wikipédia. On s'est aperçu très vite que finalement toutes les informations sur Wikipédia étaient des informations qui n'étaient pas forcément fiables, que n'importe qui pouvait mettre n'importe quoi dessus. Et donc à la fin on a douté sérieusement de la fiabilité de Wikipédia. Il y a un test qui avait été fait il y a quelques années, donc c'était un enseignant de collège, si je ne me trompe, qui avait écrit un article, qui avait mis des erreurs sur cet article et qui avait posté ça sur Wikipédia.
Il avait fait ensuite aux élèves donc une demande, à savoir donc de retrouver des informations sur cet auteur, sur cette personne. Et bien entendu, les élèves sont allés droit dans le mur parce que Internet, Wikipédia c'est forcément bien. Et donc on copie, on colle et voilà, tous les élèves n'ont pas vérifié l'information et donc tous ont recopié des erreurs. Cet exercice a donc permis de mettre en avant la source d'information et sa fiabilité surtout. Dorénavant, j'ai pas démonté Wikipédia, dorénavant Wikipédia est quand même quelque chose de beaucoup plus sûr qu'il l'a été. Après ces détracteurs, ceux qui ont essayé de mettre à mal Wikipédia, maintenant il y a quand même pas mal de modérateurs et l'information qui est sur Wikipédia, présente sur Wikipédia, est une information maintenant qui retrouve enfin une assez bonne qualité, une assez bonne fiabilité. Ensuite, qui est l'auteur de cette information ? Alors l'auteur, là encore une fois, vous avez des personnes qui peuvent s'inventer des professions. Je reprends toujours le cas de Wikipédia par exemple, c'est pour édulcorer. Pour donner un exemple, n'importe qui peut être professeur, peut être instituteur, peut être savant, scientifique, etc. Donc ensuite, qui est réellement cette personne? Peut-on juger de sa fiabilité à elle aussi? Voilà, ça c'est autant de questions que vous pouvez vérifier, mais je vous dis que l'information est toujours vérifiable. Enfin, l'information est-elle exacte? Là encore une fois, l'exactitude de l'information ne peut être prouvée que si l'on retrouve cette information sur plusieurs supports et si on peut la croiser avec plusieurs sources. Alors faites attention aussi, l'information est-elle exacte? Là encore une fois, il y a un cas simple pour vérifier que l'information n'est pas forcément exacte, pour s'apercevoir en tout cas qu'elle n'est pas exacte partout. C'est que sur plusieurs sites, blogs, etc., essentiellement quand on est sur Internet, cette information, en fait, on la retrouve partout. Vous prenez une information, vous prenez 2-3 lignes de texte, vous faites un copier-coller dans Google et vous allez probablement retrouver d'autres sources d'informations. Donc il faut savoir que plusieurs personnes dorénavant maintenant créent leur site et pour mettre un petit peu de matière dans leur site ne font que des copier-coller finalement d'autres sites. Donc vous retrouverez exactement la même chose. C'est pas que l'information est exacte parce qu'elle est présente sur plusieurs sites, c'est tout simplement parce qu'elle a fait l'objet d'un copier-coller. Deuxième critère pouvant jauger la qualité de l'information, c'est son actualité. L'information est-elle récente? Est-ce, on vous dit, la dernière à prendre en compte? Là encore une fois, on y viendra quand on travaillera sur Internet, il y a moyen d'avoir une information récente et à peu près actualisée. L'information est-elle récente? Quelles peuvent être les conséquences? Vous tombez par exemple sur un organigramme, l'organigramme date d'il y a 3 ans, et si vous retombez sur cet organigramme, je peux vous assurer qu'il y a de fortes chances que les personnes mentionnées ne soient plus à leur poste. Pas toutes, mais souvent vous pourrez tomber sur ce cas. Donc là encore une fois, on a besoin d'informations récentes. L'actualité de l'information, elle est simple aussi. Je vous ai évoqué en amont un nombre de décès du coronavirus. Voilà, j'aurais très bien pu vous dire il y a 72 décès en France liés au coronavirus. L'information est exacte, mais l'information n'est pas récente. Donc voilà, ça permet comme ça de voir aussi l'importance justement de ces informations. Il faudra, dans le cadre de la gestion de projet, donc il faudra toujours veiller à ce que l'information soit récente, qu'elle soit actualisée et donc actuelle. Troisième critère permettant de jauger la qualité de l'information, la pertinence. On vous dit l'information est-elle adaptée aux besoins? Est-elle précise? Est-elle complète? Alors une information non adaptée aux besoins, c'est ce que l'on peut mettre en avant quand on voit souvent des hors-sujets. Vous avez une information, il y a un lien avec le sujet sur lequel vous souhaitez débattre, néanmoins c'est pas une information fondamentale. Est-ce que ça nous aide réellement? Là encore une fois, c'est une question d'appréciation, tout va dépendre du thème, tout va dépendre de la question qui est posée, de la problématique. Donc à vous de jauger en tout cas de la pertinence de l'information. La disponibilité de l'information, quatrième point, donc l'utilisation vous dit de l'information est-elle possible? Certaines informations sont privées, certaines informations sont plus difficiles que d'autres à obtenir. Un exemple, vous souhaitez obtenir des informations sur une entreprise quelconque.
vous pouvez très bien aller sur internet, vous allez obtenir certaines informations. Maintenant, d'autres informations vont être disponibles, par exemple à la chambre du commerce, etc., des organismes beaucoup plus officiels, où là vous allez tomber sur des informations beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus sûres, beaucoup plus fiables. Et dans certains cas aussi, il y a des organismes qui vous laisseront accès à ces informations, mais moyennant finance. Encore une fois, on reviendra sur le coût de l'information, encore une fois, ce que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc la disponibilité de l'information, c'est ça. Peut-on avoir un accès facile à l'information? La plupart du temps, oui. Dans certains cas, certaines restrictions vont vous limiter justement dans cette facilité d'utilisation. Enfin, dernier point, le coût pour obtenir cette information est-il acceptable? Là, encore une fois, tout est possible. Vous pouvez très bien avoir une information en ouvrant l'ordinateur, vous tapez Google et vous avez l'info. Tout va dépendre de l'importance et de la difficulté à retrouver cette information. Dans d'autres cas, par exemple, vous allez devoir mettre en place un process assez important. Je m'explique, vous avez par exemple besoin d'une information sur l'efficacité, par exemple, du service commercial de l'entreprise. Mis à part en faisant un audit, ça va être assez difficile de trouver les bonnes informations qui vont vous donner un résultat pertinent. Le problème, c'est que la mise en place d'un audit, soit vous faites en audit interne, ça vous coûtera un petit peu moins cher mais sera peut-être moins efficace, soit vous faites appel à un cabinet d'audit externe et auquel cas là le coût financier va être beaucoup plus important. Alors le coût financier, il y a aussi un coût temporel qui sera aussi à prendre en considération. Mais dans tous les cas, le coût sera plus important. Donc voilà, fiabilité, actualité, pertinence, disponibilité et coût. Ce sont 5 critères qui vont vous permettre de juger de la qualité de l'information. On passe à la suite, un grand C, les informations utiles. Alors là encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'aller chercher des informations inutiles, je vois pas l'intérêt de faire cette démarche, à part si vous voulez un sujet de discussion autour de la machine à café, mais sinon il n'y a aucun intérêt. Donc on vous dit en fonction du projet et de ses objectifs, on définira la liste des informations utiles. Alors plusieurs méthodes on vous dit sont envisageables. Comment faire pour essayer finalement de voir si l'information est utile ou pas à notre thème? Une méthode qui est assez connue, c'est la méthode, donc là c'est écrit QQO QCCP. Il y a un moyen mnémotechnique aussi de retenir ça, c'est de changer un petit peu l'ordre des lettres et de se dire CQQ, c'est occupé. C'est un peu plus facile à retenir. Ces lettres, donc si vous ne connaissez pas la méthode, correspondent en fait à cette question, à savoir donc qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Cette méthode est très très efficace. Vous pourrez essayer, que ce soit sur un cours, même dans d'autres disciplines, je pense notamment à des disciplines telles que les études en français, en histoire géo, mais ça marche aussi donc pour tous les problèmes. Si on veut vraiment trouver des informations utiles et pertinentes, intéressantes pour le questionnement que l'on a, c'est quelque chose qui est très très pratique. Et honnêtement, vous pouvez le tester, vous prenez un sujet quelconque, vous vous posez les questions et vous allez voir que vous allez retrouver un ensemble de réponses qui va vous permettre d'avoir ensuite la possibilité de créer vraiment une réponse cohérente au questionnement que vous vous êtes posé. Deuxième type d'information, de méthode en tout cas d'information pour juger si oui ou non elles sont utiles, le remue-ménage ou brainstorming. Alors remue-ménage, brainstorming, comment ça se passe? On vous dit, c'est noté en 3 étapes ici, à savoir que première étape, donc on note en vrac toutes les idées sur le sujet, donc on prend un sujet quelconque, on prend éventuellement un paperboard, ça se fait assez facilement comme ça. Il y a d'autres logiciels qui peuvent être utilisés que le paperboard, je pense notamment aux logiciels de cartes mentales, des cartes heuristiques, style Mindview par exemple. Donc on note toutes les idées, avec éventuellement des sous-idées. Il y a des choses que les cartes mentales sont capables de faire très très bien. Ensuite, on vous dit en fonction du projet, on élimine les idées qui ne seront pas retenues et on organisera celles qui restent en créant des liens logiques entre elles. Donc Mindview ou tous les logiciels de cartes mentales, de cartes heuristiques vont nécessiter justement la liaison entre toutes ces idées et une liaison assez immédiate.
Donc je reprends l'idée, le point 1, à savoir noter en vrac toutes les idées. Là on est vraiment sur quelque chose où chaque intervenant, chaque personne doit émettre une quantité d'idées qui soit la plus importante possible. Pourquoi? Parce que dans toutes les réflexions que l'on a, on a des sous-réflexions. Vous lancez un mot, quelqu'un peut rebondir dessus, et donc ça permet de développer comme ça finalement la création. C'est vraiment une technique créative assez intéressante, et à partir de cette technique créative, du questionnement, des critiques qui peuvent être faites à cette idée. Alors bien entendu, jamais de critique négative dans le but de détruire la personne qui a émis cette idée. Essentiellement des critiques liées à l'utilité de l'information. Donc une hypothèse a été mise, oui, mais comment faire si ça ne fonctionne pas? Et ben voilà, là ça permet de rebondir et de créer donc une autre source d'information, ou de peaufiner finalement cette information, de la rendre plus stable, plus fiable, et de dire si oui ou non elle pourra être retenue. Enfin, on repère les mots-clés parce que généralement le brainstorming et la fusion de tous ces cerveaux qui sont en train de travailler, ça a tendance à générer finalement des mots communs. Ce seront les mots-clés, ceux qui vont encore une fois permettre de vérifier la fiabilité de l'information, donc la qualité de l'information, si on revient au point précédent, le grand B. Donc voilà, ça c'était encore une fois une partie informative, une autre méthode qui va vous permettre de jauger l'utilité de l'information. Quatrième point, les sources de l'information. Alors là, on va aller relativement vite. Les sources de l'information, il n'y en a pas beaucoup. On va distinguer essentiellement donc les sources d'information internes des sources externes. D'abord, donc, premier point, oui, donc les sources doivent être variées, complémentaires et de qualité. On essaye de revenir un petit peu sur les points que l'on a vus précédemment. Donc Internet, on vous dit, est vaste, ça offre un panel d'auteurs très différents, aussi bien donc des institutions que des professionnels, que des blogs privés, que des réseaux sociaux. Il y a énormément de choses sur Internet, donc énormément de sources. Les acteurs du projet, eux, donc on revient sur l'idée de base du projet, donc les acteurs du projet vont pouvoir collecter l'information en interne, donc à partir des bases de données de l'entreprise, ou en externe, et le plus souvent via Internet. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Premier cas, donc, la collecte, cette fois, se fait en interne. On vous dit l'information est stockée dans un PGI ou une application métier. Alors la liste des PGI, pareil, c'est quelque chose d'assez important. On trouve énormément d'informations sur Internet concernant donc tous ces progiciels qui permettent donc justement une bonne gestion de projet, parce que plein d'outils. Encore une fois, je reprends l'exemple de MindView. MindView est un progiciel, est un PGI qui va aussi permettre de mettre en place pas mal de choses, car il intègre directement aussi, en plus de la carte heuristique, il intègre tout ce qui est outils de planification, comme notamment le PERT et le Gantt, essentiellement le Gantt. Donc on utilise, on vous dit, des langages spécifiques d'interrogation de données ou des outils de recherche intégrés. Alors l'information stockée en interne dans un PGI fonctionne aussi comme une base de données. L'interrogation ici de données ou d'outils de recherche intégrés, c'est exactement le même principe. On peut fonctionner, il y a des logiciels style SAP notamment, où on a énormément d'informations sur la totalité de l'entreprise, tous les services, que ce soit donc le service du personnel, le service commercial, etc. Toutes ces informations prises une à une ne vont pas vous donner énormément d'intérêt. Par contre, si on arrive à lier ces informations, là on va obtenir quelque chose d'assez intéressant. On va pouvoir faire des croisements d'informations et on obtiendra quelque chose de très très intéressant. Donc en interne, on peut utiliser ce progiciel si, parce que là on est dans le cadre quand même du BTS, si vous souhaitez mettre en place donc une base de données, le conseil ici c'est d'utiliser un logiciel de base de données. Donc vous avez des bases sur la suite LibreOffice, ou si vous avez accès au pack Office de Microsoft, donc vous avez Access. Très bien, à constitution de table, mais ça ce sera l'objet d'un autre chapitre. Deuxième cas de collecte, donc on vous dit l'information est aussi accessible via Internet. Dans ce cas, on utilise, on vous dit, des moteurs de recherche ou d'autres outils qui permettent d'automatiser le travail. Alors là, encore une fois, Internet pour la recherche d'informations,
Le moteur de recherche, c'est vous qui allez chercher l'information. Vous avez maintenant donc des techniques de veille via Internet où l'information vient à vous directement. Vous êtes informé automatiquement. Donc c'est ce qu'on appelle le push. Et dans ce cas, vous n'avez plus grand chose à faire. Il faut juste paramétrer les conditions de veille. Là, ce sera à voir dans le deuxième chapitre avec les outils finalement de mise en place de veille informationnelle. Donc voilà, source d'information essentiellement en interne, dans un PGI, dans des bases de données. Il peut y avoir aussi d'autres documents, style document papier, hein, ça existe. Ou en externe, l'exemple ici via Internet, des moteurs de recherche, parce que c'est ce qu'il y a de plus récent, et même des documents anciens, je pense notamment aux archives de l'état civil, hein, des mairies, maintenant sont pour la plupart informatisées et donc accessibles via Internet. On poursuit, dernier point, donc grand E, la fréquence du besoin d'information, et c'est ce qui va nous intéresser puisque c'est ce qui va donner naissance à notre veille informationnelle. Le besoin, on vous dit, d'information peut être ponctuel. Si le besoin est ponctuel, les acteurs de projet recherchent une information précise à un moment donné. Donc si le besoin est ponctuel, dans ce cas, on n'a pas de souci, on prend l'information, on l'utilise et c'est fini. Par contre, ce besoin d'information peut aussi être continu. On vous dit si des acteurs souhaitent se tenir informés en permanence sur un sujet donné. Alors, il y a une petite partie. Si le besoin ici est continu, voilà, la phrase va s'afficher. Donc, lorsque le besoin d'information est continu, on vous dit ça participe à une stratégie pour rester informé et les acteurs ont besoin d'organiser ce que l'on appelle une veille informationnelle. L'essence même du chapitre. Dans quel cas peut-on avoir un besoin d'information continue? Tout simplement pour suivre des évolutions. Je pense notamment à des évolutions en matière de formation, des évolutions en matière de technicité, surtout de projet. Vous avez aussi des évolutions qui se font concernant les différentes normes, que ce soit des normes électriques ou des normes environnementales. Alors, il y a énormément de choses. Si vous êtes dans un service RH, c'est pareil, vous avez aussi des sources législatives qui vont vous contraindre parce que voilà, dorénavant vous devez faire telle chose, vous devez appliquer tel taux, telle recommandation, voilà. Comment faire pour avoir toutes ces informations? C'est assez difficile d'aller les chercher une à une, de se tenir au courant. Auquel cas, donc, on utilisera des veilles informationnelles, autrement dit, des outils informatiques qui vont venir directement vers vous pour vous donner l'information. Ça, ce sera l'objet d'un autre point. Voilà, fin de ce premier chapitre, de ce premier point, donc qui s'intitulait les besoins d'information. C'est le second point dans une autre vidéo qui s'intitulera la collecte d'informations internes. Ce sera donc la 7.2. Merci, à bientôt.